Bonjour, je suis ravie d'être ici. Du coup, moi, c'est Chloé. J'ai 8 ans d'expérience. J'ai commencé le produit au Pass Culture, une start-up d'État, où je suis arrivée au tout début et on a aussi beaucoup grossi, donc beaucoup itéré sur la méthode et sur les organisations de produits. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et ça fait maintenant 1 an que je suis chez Evaneos. Donc Evaneos, c'est une scale-up. Elle a été fondée en 2009. Elle a donc 15 ans d'existence. Et aujourd'hui, on est 160 employés. L'idée, c'est de connecter des voyageurs comme vous et moi et de les mettre en relation avec des agences à destination, dans le but de co-créer ensemble un voyage qui soit local, authentique et le plus sur mesure possible. Il y a une chose qui est intéressante à avoir en tête, c'est qu'en fait, nous n'avons pas d'agence physique. Nous faisons vraiment tout en ligne. Et en fait, on est une plateforme, une marketplace de mise en relation. On a été les premiers à faire ça dans le secteur du tourisme, à enlever en fait toute cette partie d'intermédiaire. Et ce qui signifie donc que notre produit numérique tient une place assez particulière dans notre modèle. Et d'ailleurs, pour vous parler du produit, aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on a comme écosystème. Donc, on a tout un pan pour nos voyageurs, un site internet pour consulter de l'offre, faire une demande de voyage et ensuite la gérer. Donc, que ce soit depuis le site internet ou l'application mobile, avant le voyage, pour vraiment le créer, pendant, mais aussi après. Et de l'autre côté, en fait, on a une partie B2B. Donc, pour notre réseau d'agences locales, on a développé une Travel Suite. Donc, elle est aujourd'hui composée de 6 produits. On va en rajouter d'autres prochainement. Et en fait, ces produits, c'est pour aider les agences vraiment de la conception du voyage à la réalisation. Donc, qu'ils puissent gérer leurs requêtes, leurs itinéraires, envoyer des devis, leurs paiements et ainsi de suite. Et ils ont aussi une application mobile pour interagir avec les voyageurs. Donc en quelques chiffres, Evaneos aujourd'hui ça donne ça. On a un réseau de 600 agences locales. On fait voyager les gens dans 150 destinations et pas uniquement des Français, parce qu'on est sur le marché européen, donc également des Allemands, des Espagnols, des Italiens et des Hollandais. Donc ça c'est la photo un peu sympa aujourd'hui, mais pourtant Evaneos revient de loin et a subi une grosse crise dont vraiment la boîte a failli ne pas se relever. Cette crise vous la connaissez tous normalement, puisque je veux parler du Covid. Pas besoin peut-être de vous rappeler ce qui s'est passé, vu que c'est quand même encore assez frais dans nos mémoires. Mais vous vous doutez bien que quand on est dans le tourisme et que toutes les frontières ferment une à une et qu'on n'a aucune perspective de réouverture, c'est compliqué. Donc tous les voyages ont d'abord été décalés, reportés, puis finalement annulés. Ça a donc été une période assez compliquée en fait pour Evaneos, avec un plan de départ volontaire, un dégraissage des effectifs. À la base, il y avait plus de 250 personnes avant Covid. Aujourd'hui, on est 160. Mais donc, période compliquée, mais aussi période, finalement, pour prendre le temps, vu qu'il n'y a plus vraiment de business, pour se poser des questions, savoir ce qu'on veut faire plus tard, comment, et peut-être bien le faire. Donc, finalement, période assez faste, avec beaucoup de veille produit. Donc, un moment, finalement, sympa pour se réapproprier un peu toute la littérature, se poser des questions et arrêter d'être un peu dans le rush perpétuel. Et donc l'idée un peu chez Evaneos, c'était de répondre à 2 problématiques qu'ils avaient à l'époque. Donc c'est comment se concentrer sur l'impact et être sûr d'investir sur les bons sujets. À l'époque, Evaneos, c'était un peu une usine à fonctionnalités. Donc ça délivrait beaucoup, mais on se concentrait peut-être plus sur les fonctionnalités et le comment que pourquoi on le fait, quel est l'impact derrière, quel est le retour sur investissement. Et également, deuxième question à laquelle on avait envie de répondre, c'est comment on s'aligne, sachant qu'en plus la boîte grossit, qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs, qu'on est beaucoup, et comment on essaie de garantir aux équipes qu'elles peuvent rester concentrées sur leur mission et ce qu'elles ont à effectuer. Donc en essayant d'éviter les changements de priorisation, les allers-retours qui entraînent du défocus. Et en fait, au milieu de toute cette veille produit, il y a un petit bouquin qui a émergé. C'est ShapeUp. Bon, voilà. Donc méthodologie qui a été développée par Basecamp, une société de la Silicon Valley qui est à Chicago. Ils éditent un logiciel de gestion de projet. Donc ça a été fait en 2019 et nous, Evaneos, on se l'est approprié début 2022. Donc après 2-3 ans d'existence de cette méthode. Donc en gros, la méthode, là vous avez un peu la slide récap. Après on va rentrer dans le détail de toutes ces notions. Mais la première chose à avoir en tête, c'est que c'est des cycles de 6 semaines. Donc c'est un temps qui est volontairement long pour avoir le temps de faire aboutir des projets. Donc ça casse totalement la dynamique de sprint de 2 semaines. Et entre chacun de ces cycles, comme vous le voyez, il y a des cool-down, donc des phases un peu, on va dire, où on se repose pour préparer le prochain cycle. Donc ça s'enchaîne ainsi, et on a donc 6 cycles en 1 an, 3 par semestre. Et on a plusieurs notions importantes à l'intérieur de ces cycles, donc les phases de shape et phases de build, comme vous pouvez le voir.
Donc shape, on va revenir dessus, hein, mais c'est vraiment l'idée de dégrossir, défricher. Build, on construit, on industrialise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux phases se font en parallèle tout le temps. Donc il y a une notion assez importante dans le bouquin, c'est cette notion de dual track. On fait les deux peuvent s'enchaîner et être complémentaires. Et en fait, au milieu de ces sujets-là, dans la phase de cool-down, on bet. Donc désolé, il y a beaucoup d'anglicisme, mais la méthode est américaine et en plus je travaille en anglais. Mais du coup, dans cette phase-là de bet, en fait, on parie sur nos sujets pour le prochain cycle. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que du coup, les équipes sont hyper autonomes sur ces sujets-là, sur ce qu'elles vont shaper et builder. Il n'y a pas de backlog du tout. Il n'y a vraiment pas cette notion-là de backlog à maintenir et à alimenter. Et l'idée, c'est que vraiment, pendant 6 semaines, on est concentré sur ce qu'on a à livrer. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de correction de bugs. Vraiment, on ne fait que délivrer ce sur quoi on s'est engagé. Donc maintenant, ce qu'on va un peu voir, c'est décliner ces concepts-là, les voir dans la théorie et les voir comment nous, chez Evaneos, on se les approprie. Donc parfois totalement pareil, parfois un petit peu différent. Et avant ça, du coup, ce que je voulais peut-être vous montrer, c'est comment nous, on a organisé aujourd'hui chez Evaneos pour que vous compreniez bien quel est notre point de départ, comment on le met en place. Donc en fait, on a des équipes produits, on en a 7, on est en impact team, donc ce qui signifie que chaque équipe a un objectif, une métrique à faire bouger et œuvre dans ce sens. Et on est positionné par rapport à des moments de l'expérience. Donc en fait, pour grossir un peu le trait, on a une équipe en charge de faire venir les voyageurs, donc de les activer, une de les maturer pour qu'ils convertissent et qu'ils fassent un projet de voyage, une de les amener jusqu'au bout, une qui s'occupe de pendant le voyage et une après. Donc on est vraiment positionné sur des moments d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle de product orchestra. Donc, dans la littérature produit, souvent, on parle d'un product trio avec un PM, enfin quelqu'un au côté produit, PO, PM, un designer pour la dimension UX/UI, un engineering manager et des développeurs. Donc, nous, on les a bien. C'est ceux qui sont positionnés en vert, donc ils sont à 100% dans l'équipe produit. Mais on a également d'autres profils qui sont à mi-temps dans l'équipe. On a un data analyst, ce qui est hyper puissant pour vraiment creuser la donnée, faire des analyses approfondies, et un co-lead biz. Donc en fait, on travaille avec nos équipes métiers. Donc chaque impact team a une équipe métier associée, et il y a quelqu'un du coup qui co-lead cet impact team avec le PM. Et on a aussi 2 experts métiers qui peuvent intervenir ponctuellement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces rôles-là, donc ils sont à mi-temps, donc ils ont vraiment du temps dédié à l'impact team. Ils participent au rituel, ils participent à la prise de décision, et on travaille donc tous ensemble comme ça. Si on commence du coup à rentrer un petit peu dans toutes nos notions de la méthode Shape-Up, donc la première, c'est le shaping. Shape, en anglais, ça veut dire façonner, modeler. Donc c'est vraiment cette idée de, on va défricher une idée. Donc en fait, ça s'apparente à une discovery ou à un cadrage. Et ce qui est très important dans le bouquin, c'est vraiment de trouver le bon niveau d'abstraction. Donc vous le voyez un petit peu sur le schéma, c'est qu'au début, quand on prend une idée, elle est floue, elle est assez abstraite, et grâce au shape, elle va devenir un peu moins floue. Mais pour autant, elle ne doit pas être trop concrète. En fait, ils insistent bien sur le fait qu'un shape, l'idée, c'est pas d'aboutir à une spécification fonctionnelle ou à une user story. C'est vraiment juste d'avoir défriché le sujet, d'avoir un peu vu quels étaient les cas limites, les no-go, l'impact potentiel associé, mais de ne pas aller trop loin, en fait, non plus. Donc nous, côté Evaneos, on a repris cette idée de shape, mais on a eu envie un petit peu en fait de le décliner et d'avoir en fait plusieurs types de shape pour peut-être un peu plus spécifier ce qu'on va chercher et ce qu'on fait derrière. Donc en fait, on en a 3 des types de shape. On a défini un shape qui est exploratoire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'identifier des nouvelles opportunités. Donc qui se base sur des besoins utilisateurs, des frictions pour eux ou des envies. Donc c'est la phase un peu de discovery pure, où on fait beaucoup d'interviews clients, d'analyse de données et en fait, voilà, pour vraiment défricher et avoir de nouvelles idées. Ensuite, on a un shape, on va dire, qui est un peu plus resserré, qui est un shape conductif. Donc là, l'idée, c'est de sélectionner une seule opportunité, un seul problème et vraiment de le creuser. De vous réfléchir en fait à quelles solutions on peut mettre en place. Donc là, il y a beaucoup d'expérimentation, que ce soit des tests utilisateurs, des A/B tests, mais en tout cas, c'est un type de shape qui inclut du développement, donc des techs, pour aller vers ça. Et on a un 3e type de shape, c'est le shape technique, donc là qui concerne moins le PM, mais plus l'équipe de développeurs également. Donc l'idée de faire une exploration technique, un peu d'évaluer tout ce projet. Donc ça, on l'a itéré, en fait, on va dire, au fur et à mesure des années, et on a associé aussi des livrables à chacun de ces shapes-là, pour un peu se mettre tous d'accord sur l'attendu. Donc un shape exploratoire, on en ressort avec un arbre d'opportunités qui est priorisé selon son impact.
un shape conductif avec des recommandations de derrière, est-ce qu'on veut build, pas build, et un shape technique, pareil, il y a un petit format à remplir. Moi, personnellement, je trouve que c'est hyper puissant pour le PM. Avant, dans mes précédentes expériences, c'était toujours compliqué de consacrer du temps vraiment à cette étape de discovery, parce qu'il y a le delivery qui prend quand même beaucoup de temps, on a un peu le nez dans le guidon, donc ça peut être parfois douloureux de consacrer du temps à ça. Là, en fait, du coup, c'est vraiment un temps qui est matérialisé officiellement, qui est sacralisé, et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant pour prendre de la hauteur sur son périmètre, vraiment connaître ses utilisateurs, le marché, la concurrence, et faire un peu de la stratégie sur son produit et son périmètre, en fait. Ensuite, on a une deuxième notion donc importante après le shape, c'est le build. Donc, l'idée de build, en fait, c'est vraiment de construire. Donc, c'est la phase de production d'une solution, phase de delivery. Et alors, pour le coup, dans la méthode ShapeUp, ils insistent un peu sur ce petit graphique en disant, au début d'un build, c'est un peu normal de ne pas savoir ce qu'on va faire et comment. Donc, il y a une phase un peu d'adaptation d'inconnu. Et au fur et à mesure que le build continue, on sait très précisément ce qu'on veut atteindre, comment on s'organise, etc. Et on y va ensemble. Nous, un peu de cette même façon, chez Evaneos, on a eu envie de distinguer deux types de build pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on attend et pourquoi. Donc on a un build, c'est une nouvelle fonctionnalité, donc un nouvel incrément de valeur. Il est souvent issu d'un shape, mais pour le coup pas nécessairement non plus. Et après on a un autre type de build qui est le refactoring. Donc là en fait c'est retravailler du code, le migrer, le maintenir, etc. pour avoir une qualité qui soit excellente. Ce qui est assez intéressant avec la façon dont nous on conçoit le build, c'est qu'en fait nos équipes techniques elles sont très autonomes en fait sur la delivery de la solution. On va se mettre d'accord avant sur ce qu'on veut en termes de parcours, en termes d'objectifs, d'expérience utilisateur. Mais après, en fait, elles vont vraiment s'auto-organiser sur le découpage. Qui prend quoi, que ce soit back, front, etc. Comment ils le livrent et à quelle cadence. Et pour le coup, j'interviens pas du tout sur ça, en fait, sur cet aspect très, très délivré. Et du coup, ça donne beaucoup d'autonomie aux équipes qui sont aussi assez heureuses de réaliser ça. Et donc là, je vous ai parlé des shapes et des builds, donc c'est ce qu'on fait principalement au long d'un cycle. Mais pour venir un peu tamponner tout ça et savoir ce qu'on fait au cycle d'après, il y a un rituel qui est hyper important dans la méthodologie ShapeUp, c'est la betting table. Donc c'est le moment en fait où on parie, où on mise sur le futur. Donc en fait, on détermine quel sujet on va prendre au cycle d'après et pourquoi. Donc dans la théorie, en fait, on mise sur des pitchs. Donc en fait, on vient pitcher ces sujets pour les 6 semaines prochaines. Donc en fait, le nombre de pitchs est forcément limité, parce que c'est une équipe sur 6 semaines. Et on ne parie que sur les builds. Donc ce sur quoi on va industrialiser et mettre en production. Dans la théorie, on ne parie pas sur les shapes. L'équipe est autonome pour chercher et cadrer sur ce qu'elle veut. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas de backlog. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de les idées importantes, elles reviendront. Peut-être que là, il y a un pitch qui n'est pas sélectionné pour ce cycle parce qu'il était moins intéressant ou qu'il y avait moins de capacité. En fait, si ça a vraiment de l'impact et de la valeur, ça reviendra très certainement au cycle d'après. Et si ça ne revient pas, c'est que peut-être c'était pas si pertinent que ça. Du coup, côté Evaneos, donc on a repris ce système de pitch, mais par contre, pour nous, on parie sur les builds et sur les shapes. Ça nous paraissait assez important quand même d'être d'accord sur ce sur quoi on cherche, ce sur quoi en fait on investit quand même du temps. Donc en fait, comme vous le voyez, on a nos différents types de pitch qui répondent à nos 3 types de shape et nos 2 types de build. Et on parie sur tous ces sujets-là. Donc en termes de format, nous, c'est 1 heure par impact team. Toutes les 8 semaines, du coup, vu que c'est à chaque fin de cycle, avec le CPO, le CTO, et on a à chaque équipe un codir sponsor. On remplit, en fait, on a un template de betting table, on a tous le même, ce qui nous permet aussi de gagner en efficacité et que pour nos leads, ça soit assez clair à comprendre. On revient à la fois sur le cycle passé, ce qu'on a appris, ce qu'on a eu comme résultat, ce qu'on aimerait faire au cycle suivant. On parle un peu de notre capacité et de l'état de nos KPI. C'est du coup un format qui est quand même assez dense, en fait. Donc on donne à nos stakeholders un pré-read. En fait, il y a une grande partie de ces fiches Notion à lire qui est fait en asynchrone pour qu'ils comprennent nos sujets, qu'ils comprennent nos pitchs, et que du coup, pendant en fait, cette heure, ça soit vraiment un moment d'échange ensemble. Donc là, vous voyez également une fiche de pitch. Donc voilà, on remplit tous le même. On doit essayer de donner quel est notre problème. Appétit, j'y viendrai juste après. Ce qu'on attend à l'issue de ça. Est-ce que ça va donner
Ce qui est intéressant donc dans ce moment-là, c'est que, bon, clairement, ça cristallise beaucoup de choses. C'est, important la betting table, ça se prépare beaucoup, mais c'est un moment d'échange et de challenge, du coup, avec des gens qu'on voit pas forcément souvent, où on peut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, quelle est la stratégie à mettre en place. Par contre, ça nécessite, pas mal d'alignement déjà en interne dans l'équipe avant, parce qu'entre produits, métiers, tech, on n'est pas toujours totalement alignés. D'aller en parler aussi un peu en amont, à nos stakeholders pour pas qu'ils découvrent tout, parce qu'1 heure, c'est quand même assez rapide. Mais voilà. Donc, sur cette betting table, comme vous voyez, il y a une notion intéressante, c'est l'appétit. On va donc en parler maintenant. Ensemble, c'est pour définir combien de sujets on prend, sur combien de pitch on mise et on investit ensemble. Donc en fait, ce concept, c'est vraiment ça, c'est l'appétit. C'est le temps qu'une équipe est prête à passer sur un problème spécifique. Donc l'idée, c'est vraiment combien de temps on a envie de passer dessus. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, donc dans la limite des 6 semaines, bien sûr, mais sans essayer de le mettre au regard de combien de temps ça prend. En fait, c'est pas combien de temps ça prend, il me faut 3 semaines, c'est combien de temps nous, on veut investir dessus. Ce qui est assez différent. Et du coup, forcément, si on se donne une contrainte de temps, ça veut dire que c'est le périmètre qui va varier, qui va être la variable d'ajustement. Parce que si on se donne 3 semaines, on peut peut-être pas faire quelque chose de bout en bout. Cette notion, elle est assez complexe à comprendre et même nous, parfois, en interne, ça nous arrive de revenir dessus. Notamment avant une betting table, quand on doit fixer les appétits de nos pitchs, on se repose toujours des questions de « oui, mais ça, c'est gros, ça va prendre du temps. Oui, mais combien de temps on veut y consacrer ?» Donc, c'est pas toujours simple, il faut en reparler. Et on le fait souvent entre équipes, avec nos leads aussi, pour bien se reposer dessus. Et du coup, nous, côté Evaneo, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'adosser cet appétit à l'impact. En d'autres termes, c'est répondre à la question sous-jacente. Comment, en tant qu'équipe, si c'était notre boîte, en fait, Evaneo, c'est qu'on devait investir, comment on souhaite investir? Alors, par exemple, c'est 100 000 €. Sur quel sujet on veut miser? À notre avis, lequel est le plus porteur? Lequel nous apportera le plus de retour sur investissement? Et donc, vraiment, on essaie sans cesse de mettre en parallèle ça de quel est l'impact attendu pour délimiter, pour définir ensemble nos appétits. Donc là, on a un peu vu toutes ces phases de shape, build et de l'appétit. Et on va maintenant parler de la dernière phase, c'est la phase de la cool down. Du coup, dans la théorie, comme vous l'avez vu, c'est cette période de 2 semaines entre chaque cycle où on n'a pas de travail programmé. Ça signifie que c'est le moment où enfin on peut corriger des bugs, faire du support et aussi explorer des nouvelles idées. Et vu que c'est entre les cycles, en fait, c'est le moment où il y a la betting table. Donc c'est le moment où on la prépare, on fait un peu le bilan de son cycle et on prépare le suivant. Nous, on est resté pour le coup, vraiment dans ce format-là. On a juste essayé vraiment de spécifier sur ces 2 semaines ce qu'on fait. Du coup, pendant la première semaine, c'est vraiment la semaine où on clôture le cycle et on a tous nos rituels d'équipe. Donc quand je parle de rituels, je parle de faire une démo produit, du coup, à tout le monde de ce qui a eu lieu, de faire une démo produit, de faire une rétrospective d'équipe, de passer un betting table. Donc tout ça, déjà, nous donne pas mal de travail. Évidemment, de corriger les bugs. Et dans la semaine 2, en fait, on passe du temps par expertise. Donc, ce qui signifie que les dev back vont passer du temps ensemble, dev front, le design, les PM ensemble, avec l'idée en fait de faire un peu de transverse, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps pendant les cycles. On est vraiment concentré sur notre périmètre, nos objectifs, ce qu'on a à délivrer ou à chercher. Donc là, c'est vraiment une idée d'harmoniser nos pratiques, de faire de la formation, de la veille, d'avoir des projets transversaux. Et derrière ça, évidemment, il y a une idée aussi un peu de recharger les batteries. Ce qui est bien, alors c'est marrant parce que moi, quand on m'a parlé de Shape Up et que j'allais bosser dans ça, je me disais au début, waouh, 2 semaines où il y a entre guillemets rien à faire, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça passe hyper vite parce que clôturer son cycle, animer des rituels, préparer une betting table, faire de la veille, finalement, on commence souvent une cooldown en se disant, ok, je vais faire tout ça dont j'ai pas eu le temps, et on finit en n'ayant pas eu le temps forcément de dépiler la moitié. Donc voilà un petit peu près, là vous avez toutes les notions en tête de Shape Up et ce que c'est. Maintenant je voulais vous parler un petit peu du bilan. Donc nous ça fait 3 ans qu'on l'utilise chez Evaneos. On va attaquer là la 4e année. Donc vous dire un petit peu ce que ça nous a apporté. Donc pour le coup ça a vraiment été un succès, hein, sinon je pense qu'on aurait arrêté avant et fait autre chose. Le produit il est vraiment au cœur de la stratégie. Et ce que ça nous a vraiment apporté, c'est que du coup, on est concentré sur les enjeux clés. En fait, on est positionné aux bons endroits, on va dire, du parcours utilisateur, avec des métriques à faire bouger. Il y a eu des vrais résultats, que ce soit en termes de trafic, de SEO, de conversion, de performance commerciale, qu'on a vraiment su chiffrer et amener.
Et les shapes, c'est assez puissant parce qu'en fait, ça permet aussi, sur son périmètre, d'être constamment au courant de ce qui se passe chez nous avec nos utilisateurs, chez la concurrence. Donc on a vraiment identifié des opportunités clés, qu'on a été capable après, d'adresser, soit dans les équipes produits, mais aussi plus largement, dans la boîte. Donc pour le coup, très utile, à ce niveau-là. Niveau métier aussi, assez puissant parce que pour le coup, dans la boîte, tout le monde connaît, le fonctionnement des équipes produits. Du fait qu'on ait chacun un co-lead biz, donc on est quand même 7 impact team et des experts métiers. En fait, on collabore vraiment avec eux. Ils sont associés aux prises de décision, aux ateliers. On travaille vraiment main dans la main et ça, je pense que ça a aussi été, il y a eu un avant-après pour Evaneos, à ce niveau-là. Et après, d'un point de vue, personnel, enfin au niveau PM, c'est aussi, hyper intéressant d'être, autonome, en maîtrise de son périmètre et avec vraiment du temps, pour faire de la discovery. Hop. On a néanmoins, bien sûr, quelques difficultés. La première déjà, je vous en parlais au début, c'est le passage d'un shape à un build. C'est pas forcément évident. C'est par rapport à ce schéma-là. Quand on a fini de shaper un sujet, qu'on a validé que c'était bon, qu'on allait partir sur ça et qu'ensuite on commence à le build, c'est pas toujours évident. Donc il faut qu'on se pose aussi un peu sur la granularité de comment on finit un sujet pour le prendre après en shape. Donc on itère un peu dessus, mais là c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille. La théorie spécifie rien, donc c'est aussi un peu à nous de l'inventer et de se mettre d'accord. Et une autre difficulté aussi, c'est du fait qu'on soit positionné sur des moments de l'expérience. En fait, on est vraiment concentré sur un moment et on pense pas forcément au périmètre d'à côté. Donc parfois, quand 2 périmètres se touchent au milieu, soit il y a un peu trop de fonctionnalités et c'est pas très bien pensé, soit au contraire, il y en a aucune. Donc on a un peu des trous dans la raquette entre ces produits et ces moments-là. Typiquement, moi, je suis sur la phase de co-construction, donc j'ai 2 produits côté agent, ceux où ils gèrent leurs requêtes et où ils gèrent les devis, et côté voyageurs, comment ils le reçoivent sur l'appli et sur le site. Donc j'interviens sur 4 produits, et parfois il y a peut-être, on peut dire, un petit manque de cohérence, vu que chacun a son objectif et son moment du parcours. Donc pareil, je pense que l'année prochaine, on va sûrement soit définir des responsabilités de PM par produit, soit des règles plus larges, mais c'est un petit sujet, alors peut-être pas vraiment lié à ShapeUp, plus à notre organisation produit, mais on n'est pas encore très bon sur ça. Et les limites de notre organisation actuelle, du coup, en fait, on est en impact team, on doit aller chercher de l'impact et aller vite pour ça. Et parfois, ça se fait un petit peu au détriment de l'harmonie du produit. C'est ce que je disais juste avant aussi. Donc, ça peut générer de la frustration, notamment dans les équipes dev, parce que du coup, il faut aller vite, il faut le faire bien, et aussi UX/UI. En fait, on prend des raccourcis pour aller chercher l'impact, et on ne fait pas forcément les fonctionnalités parfaitement dans le meilleur des mondes. Déjà parce qu'on a un appétit contraint de 6 semaines, que souvent, en un cycle, on a envie de prendre quand même 2 ou 3 sujets. Donc finalement, on passe que 2-3 semaines sur un sujet. Donc forcément, on va chercher l'impact, la valeur, la première. Mais voilà, parfois, ça peut générer des petites frustrations. Et la deuxième chose aussi, c'est que la technologie évolue rapidement. Quand je dis ça, je parle beaucoup de l'IA. Les usages aussi. Et en fait, 6 semaines, c'est long. Donc typiquement, là, on a un espèce de commando IA qui n'est pas en mode ShapeUp, parce qu'en fait, on avait envie de tester des cas d'usage rapidement, de se confronter à ça, d'expérimenter. Donc eux, ils sont dans un mode un peu expérimental à côté, parce qu'on s'est tout de suite dit, en fait, ShapeUp, ça va peut-être pas répondre à ça. C'est quand même 6 semaines, c'est assez institutionnalisé, avec des betting tables, donc ça n'allait pas. Donc à avoir en tête aussi, je pense, selon la maturité des produits sur lesquels vous travaillez. Et du coup, ça me fait une bonne transition avec les prérequis. Si jamais vous avez envie d'implémenter cette méthode, faut de la confiance du management, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup d'autonomie pour décider ce sur quoi on veut travailler, comment on veut s'organiser, comment on industrialise. Donc, il faut une confiance du management pour être prêt en fait à faire ça. Avoir une organisation de produit plutôt mature, parce que pareil, on a itéré sur la façon dont on met en place les choses, comment on se pose les questions. C'est ce que je disais aussi, les cycles de 6 semaines, c'est long. Il y a une longue boucle de feedback. Donc, si on est sur un nouveau marché, qu'on veut faire un POC, aller très vite, je pense que c'est pas du tout la meilleure méthode. Ça nécessite vraiment un peu de maturité. Et d'ailleurs, lié à ça, un binôme PM Engineering Manager assez senior, parce que beaucoup d'autonomie, beaucoup de décisions à prendre ensemble. Bien sûr, on est accompagné par nos leads, mais en fait, on les voit en betting table une fois toutes les 8 semaines. Parfois, on fait des mid-cycle, donc on les voit entre les deux, mais sinon, ça veut dire vraiment être autonome. Donc, savoir gérer ça. Et côté engineering manager, aussi gérer avec l'équipe tout ce qui est découpage, mise en production, enfin vraiment totale autonomie dessus. Donc,
pas mal de responsabilités sur ça, et un produit relativement stable. Parce que du coup, vous avez compris que pendant 6 semaines, on corrige pas de bugs, sauf bien sûr s'ils sont critiques. Mais pour le coup, il n'y en a pas tant que ça, et ça veut vraiment dire que pendant 6 semaines, aucune équipe ne fait de tâches support. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Alors, ça veut aussi dire qu'on ne traite pas tous les petits bugs un peu mineurs ou médiums, parce qu'on s'est dit que c'est pas assez critique pour les traiter. Mais c'est sûr que si on est sans cesse interrompu, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Voilà. Du coup, en conclusion, pour le coup, adopter la méthodologie ShapeUp chez Vaneos, ça a vraiment été un booster, un catalyseur. Là, on est en train de voir ensemble la strat 2025, et le produit et le budget, c'est vraiment au cœur, on va dire, de cette stratégie-là. On attaque la 4e année, donc pour le coup, on a du recul dessus et on compte continuer avec cette méthode, même si évidemment, on va un petit peu l'enrichir et y apporter des modifications. Et du coup, en fait, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'orga parfaite. J'ai un peu partagé ce Rex parce que j'adore, moi, voir des Rex, et je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer tel quel, parce que pour le coup, l'orga, elle évolue avec les équipes, avec le produit. Et je pense que si je devais reparler dans 6 mois ou 1 an, je dirais sûrement, bien sûr, un peu la même chose quand même, mais pas totalement non plus, parce qu'il y a plein de petites choses qui auraient évolué. Voilà, merci beaucoup.